comme hier, grisaille et forte pluie sur toute la région bruxelloise. Mais d'où vient et que devient l'eau de pluie? Mais Madame Goutte et Madame Drache vous présente le cycle de l'eau. Ah, on était en direct, j'apprends. Bon, c'est pas grave. Après cette première séquence météo, place maintenant à notre reportage exclusif dans les coulisses de la gestion de l'eau avec Madame Goutte. Madame Goutte, bonjour. Bonjour à quoi? Alors, le cycle de l'eau, c'est avant tout le mouvement naturel de l'eau entre les grands réservoirs du monde. Ces réservoirs peuvent contenir de l'eau sous différentes formes, liquide, solide ou gazeuse. Il y a par exemple l'océan et les nappes souterraines, puis les réservoirs gazeux comme les nuages et les réservoirs solides comme les glaciers de haute altitude par exemple. Concrètement, comment se déplace l'eau entre ces différents réservoirs? Bien grâce au soleil. Une goutte à la surface d'un réservoir d'eau liquide ou à la surface du sol va recevoir de l'énergie solaire. L'eau liquide change alors d'état physique et devient de la vapeur. La goutte gazeuse se retrouve dans l'atmosphère. Elle y rejoint un nuage qui se déplace au gré des vents et des mouvements atmosphériques. Lorsqu'il pleut, la goutte se retrouve donc sur le sol. Elle a alors trois possibilités. Soit elle ruisselle à la surface de la terre jusqu'à retourner dans la mer, soit elle s'évapore directement, soit elle s'infiltre dans le sol. Là, elle peut soit être captée par les racines des végétaux et retourner dans l'atmosphère par évapotranspiration. Elle peut également s'infiltrer plus en profondeur et rejoindre la nappe souterraine. Et finalement, une source pour retourner à la surface. L'eau que nous buvons provient de ces sources et de ces nappes souterraines. Vous voyez, dans le cycle, une partie de l'eau est captée par les végétaux. Elle est ensuite renvoyée dans l'air par évapotranspiration. Cette étape, c'est le moteur du mouvement de la sève des végétaux. Ça leur permet aussi de réguler leur température. Les animaux aussi consomment de l'eau et la relarguent dans l'environnement sous forme gazeuse en respirant ou sous forme liquide en urinant. Vous voyez donc ici le lien étroit entre la vie et l'eau. Merci Madame Goutte pour ces explications. On vient de recevoir un tweet de l'un de nos téléspectateurs qui se questionne. En ville, comment ça se passe? Notre correspondante à Bruxelles nous éclaire sur le sujet. Peu importe où tombe une goutte de pluie, elle aura toujours ces trois mêmes possibilités. Soit elle s'infiltre dans le sol, soit elle ruisselle à la surface de la terre, ou alors elle s'évapore. Selon le niveau d'urbanisation dans la zone dans laquelle elle tombe, elle aura plus de chances de prendre un chemin ou l'autre. Dans la nature ou en zone rurale, 50% de l'eau s'infiltre contre seulement 15% en ville. Et en plus de ça, 40% de l'eau de pluie est captée par les végétaux contre seulement 30% en ville. Si vous faites le calcul, seulement 10% de l'eau de pluie se déplace par ruissellement en zone verte contre 50% en zone urbaine. À quoi est due cette différence? Eh bien en ville, la majorité des sols sont imperméables. Nos routes, bétonnées, nos bâtiments ne laissent pas l'eau les traverser. La goutte qui tombe dans la partie haute de la ville aura plus tendance à ruisseler à la surface du sol et à couler de plus en plus bas, jusqu'à atteindre la partie basse de la ville. Et vous l'aurez constaté, l'eau en ville s'infiltre mal. Merci Madame Drache pour cet éclairage. Madame Goutte nous propose de réaliser une petite expérience. Et donc nous accueillons Madame Goutte pour sa première expérience. Madame Goutte? Merci à quoi? Alors, pour cette expérience, il vous faudra 5 gobelets vides, 5 gobelets remplis à 1/3 d'eau, 5 gobelets perforés, comme celui-ci, que vous placez directement sur les gobelets vides. Ensuite, il vous faudra différents matériaux. Par exemple, une éponge que vous pouvez placer directement dans le gobelet perforé. Ensuite, nous avons de la terre, du gravier, des gravillons et pour finir, du sable. Veillez maintenant à ce que chacun des volumes de matériaux solides soit identique à ses voisins. Il faut également s'assurer que le volume d'eau contenu dans chacun des gobelets soit bien le même. Désignez 3 personnes qui prendront
les gobelets d'eau et les verseront dans les matériaux solides à votre signal. Il y a 2 choses importantes à retenir. La première chose, c'est le temps que va prendre l'eau à traverser le matériau solide. Et la deuxième chose, c'est la quantité d'eau que nous allons effectivement récolter à la sortie du matériau. Vous aurez donc besoin d'un chronomètre. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, versez! Vous avez terminé? Magnifique! Après avoir réorganisé les matériaux en fonction de la quantité d'eau récoltée, passons maintenant à quelques observations. Vous l'aurez compris, l'eau ne s'infiltre pas de la même manière dans tous les matériaux. Certains matériaux, comme le gravier par exemple, laissent l'eau passer très rapidement, alors que d'autres, comme la terre ou le sable, laissent l'eau passer beaucoup plus lentement. Ceci est dû à la granulométrie des matériaux, c'est-à-dire à la taille des différentes particules qui composent le matériau. C'est aussi dû à l'arrangement de ces particules entre elles. Observons maintenant la quantité d'eau récoltée à la sortie de chaque gobelet. Certains matériaux ont une rétention d'eau plus importante que d'autres. Si nous observons les graviers par exemple, pratiquement l'entièreté de la quantité d'eau initiale a traversé le gravier et se retrouve dans le gobelet du fond. Alors qu'en regardant la terre ou le sable, pratiquement aucune eau n'a traversé finalement le matériau. Ceci est dû à 2 éléments. D'abord, la composition chimique du matériau en lui-même, et ensuite, la texture du sol. Certains matériaux laissent s'écouler l'eau, comme ma veste, alors que d'autres l'absorbent, comme mon jean. En ville, l'eau ne s'infiltre pas bien sur les surfaces qui sont majoritairement imperméables, alors qu'à la campagne, c'est l'inverse. L'eau s'infiltre très bien dans les sols grâce aux champs, aux forêts ou aux talus de terre par exemple. Cette eau qui s'infiltre va passer très lentement et être captée par les racines des végétaux, alors qu'une autre partie de l'eau se retrouve enfouie en profondeur et peut rejoindre la nappe souterraine. Et ceci conclut notre expérience sur les matériaux infiltrants. Très intéressant, merci. Autre question de l'un de nos téléspectateurs. En cas de grosse drache, que devient l'eau qui ne s'infiltre pas? Est-ce qu'elle cause une inondation? Madame Drache? Madame Drache? Non, et heureusement. Lorsqu'il pleut trop fort, l'eau qui ne s'infiltre pas dans le sol ruisselle vers d'immenses réservoirs, comme par exemple le bassin d'orage ou le canal de Bruxelles. D'autres dispositifs de gestion d'eau existent en ville. On a par exemple des puits d'infiltration, des pavés qui absorbent l'eau. On pense aussi aux noues et aux rivières urbaines. Et bien sûr, derrière ces infrastructures, ce sont des hommes et des femmes au savoir-faire, des architectes, des ingénieurs en construction, des couvreurs, des terrassiers, et j'en passe. Merci Madame Drache et merci Madame Good pour cet éclairage très intéressant sur le cycle de l'eau. J'ai encore plein de nouvelles expériences à partager avec vous. Et enfin, ne ratez pas notre prochain épisode consacré à la préservation de l'eau et aux bons réflexes à adopter au quotidien. En attendant, ne manquez pas de revoir notre reportage sur Build for Water, une base nautique créée pour et par les jeunes. Et moi je vous dis à bientôt. Super à quoi? Elle est... Quoi? On m'entend en direct? Ah,